Bonjour à tous, merci beaucoup à Louis pour ta présentation. Je pense qu'elle était très claire pour présenter les avantages de Gatsby, tout l'écosystème qu'il y a autour, etc. Je vais rentrer un poil plus dans les détails d'une partie de Gatsby en parlant des plugins aujourd'hui. Et du coup mon talk s'intitule « Pourquoi et comment créer son propre plugin Gatsby ». Quelques mots à propos de moi. Donc je m'appelle Nicolas Goutet, je suis Web Performance Évangéliste ici à Théodo. J'ai contribué quelques fois à Gatsby, du coup j'ai aussi récupéré mon t-shirt gratos, qui est pas hyper joli d'ailleurs, il faudra peut-être qu'on leur en touche deux mots. Et du coup j'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui sur les plugins Gatsby, et vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur GitHub sur @fax, donc n'hésitez pas à me suivre, ça fait toujours plaisir. De quoi on va parler aujourd'hui? Ça va se découper en 3 temps. Le premier point, ça va être pourquoi. Qu'est-ce qu'un plugin Gatsby? À quoi ça sert? Quels sont ceux qu'on peut utiliser sur des sites comme Mon Banquet par exemple? Et pourquoi aussi on pourrait avoir envie de créer son propre plugin Gatsby? Ensuite, comment? Comment est-ce que ça marche? Et du coup, je vais vous illustrer tout ça avec un live coding où on va coder un plugin en temps réel. Alors, pour rebondir un petit peu plus en profondeur sur ce que disait Louis, il y a 2 manières de récupérer des données externes dans un site Gatsby. La première, c'est au build. C'est la grande nouveauté de Gatsby. Enfin, c'est pas une nouveauté puisqu'il y avait les sites statiques avant, mais c'est vraiment, j'ai une source de données et au moment où le développeur ou le déploiement, etc. fait un build, on va récupérer ces données externes, on va les injecter dans le markup, dans le HTML, et du coup ça va permettre des temps de chargement qui sont hyper rapides comme on a vu avec l'audit Lighthouse. La deuxième méthode, alors ça c'est beaucoup plus propre à Gatsby pour le coup, c'est qu'on peut aussi aller fetcher des données au runtime. Et comment ça marche? C'est qu'en fait Gatsby, l'output d'un site Gatsby et même d'un point de vue de l'expérience utilisateur, le résultat c'est une application React. Je ne sais pas si vous avez tous fait du React ici, mais on peut faire le parallèle avec une application Angular ou une application Vue, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a tous les outils qu'on connaît à disposition pour aller faire des sites dynamiques, pour aller chercher des données. Donc en React, on peut utiliser Fetch, on peut utiliser des Thunk, on peut utiliser des Saga, Axios, SuperAgent, enfin toute la panoplie d'outils que vous connaissez déjà, vous l'avez quand même à disposition. Donc ça vous permet une grande flexibilité aussi, vous n'êtes pas restreint sur les parties statiques des sites, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça et faire ce que vous avez l'habitude de faire avec une application React, Angular ou Vue, etc. Alors du coup, vu qu'on a 2 manières d'intégrer des données dans un site Gatsby, quelles données on intègre de quel côté? Pour le build time, donc les données qu'on va intégrer au build, on va se concentrer sur des données qui sont soit statiques, donc ça peut être des articles de blog si vous avez un blog perso ou un blog d'entreprise, des trucs qui bougent quasiment jamais une fois que c'est écrit. Ça peut être aussi des données, c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant, que je vais appeler faiblement dynamiques. C'est-à-dire c'est des données où il est acceptable d'un point de vue de l'éditorial, d'un point de vue des développeurs, d'un point de vue de plein de choses, des auteurs d'articles éventuellement, d'attendre à peu près 1 minute, c'est le temps moyen d'un build je pense pour un site Gatsby, que ça parte en prod. Donc sur l'exemple de Mon Banquet, c'est assez criant. Quand il y a un nouveau menu qui est proposé, la galette des rois, bien qu'elle soit un peu en avance, une fois que l'éditorial, on a composé notre menu, on a une jolie photo, etc., on n'est pas à 1 minute près. On peut le pousser, on peut attendre un petit délai. Et ensuite, les données pour le runtime, ça va être des données que j'appelle hautement dynamiques. Donc il y en a, les 2 grosses sources, c'est du très classique, c'est des données temps réel. Si vous construisez une application de chat, c'est assez difficile de faire un chat si vous devez attendre 1 minute et redéployer votre site à chaque fois que quelqu'un poste un message. Et ça peut être aussi des données utilisateurs, donc ce dont parlait Louis, un utilisateur qui va changer sa bio sur un moteur de blog par exemple, il n'a pas envie d'attendre 1 minute que ces changements se propagent. Voilà. Et donc Gatsby vous permet tout à fait de faire les 2, sans souci. Alors les plugins Gatsby maintenant, où est-ce qu'ils vont s'insérer? Ils vont s'insérer dans l'insertion, ça fait 2 fois insertion, des données au runtime. À quoi sert un plugin? Donc là, je vais parler précisément des plugins sources, donc les plugins qui permettent d'aller fetcher des données tierces, d'API, de bases de données, etc. Et en gros, un plugin source Gatsby, ça permet de passer d'une source de données quelconque, donc ça peut être une base de données, des fichiers, des images que vous avez en dur sur votre serveur, ça peut être des API, soit des API connus, Twitter, WordPress, etc., soit des API chez vous, peu importe. Et vous allez prendre ces données-là et mettre à disposition du développeur
qui va s'occuper du site Gatsby, du développeur front, mettre à sa disposition une interface GraphQL. Donc je vais en parler un petit peu plus loin pour ceux qui n'ont jamais trop fait du GraphQL. Vous allez voir, c'est assez simple à voir comment ça marche. Donc le développeur aura une interface GraphQL qui va lui permettre d'insérer très facilement ces données-là dans les composants React qui sont fournis par Gatsby. Et du coup, ils seront injectés au build et ça pourra être très très rapide après. Donc deux petits exemples de plugin source avec des API que vous connaissez probablement. Le plugin source Twitter, donc ça c'est des projets open source qui ont été développés soit par la team core de Gatsby, soit par des développeurs qui ont fait des pull requests sur le repo. L'API de Twitter, elle est assez extensive, assez compliquée, etc. Là, c'est dans le cas où vous voulez faire un site qui, soit pour vous, soit pour votre boîte, qui récapitule, mettons, les 10 derniers tweets, avec, on le voit parfois sur certains sites. En fait, tout ce dont vous avez à vous préoccuper, c'est cette partie-là. C'est-à-dire qu'on vous met déjà à disposition une API pré-mâchée hyper simple à consommer, qui vous permet d'accéder à vos tweets ou aux tweets de quelqu'un d'autre, si c'est pas vous. Pareil pour WordPress. Alors pour le coup, l'API WordPress, on a bossé pas mal dessus, en particulier avec Mathieu sur un projet Théodo. Elle est gigantesque et il y a plein de trucs et c'est très facile de s'y perdre. Avec le plugin Gatsby WordPress, on a très facilement les données qui nous intéressent. Donc là, je n'ai pas tout mis parce que c'est très long, mais c'est pour vous montrer qu'on peut très facilement consommer le titre d'un article WordPress, son contenu, son résumé, les images éventuellement, etc. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire perso. Qui a fait que j'ai codé mon plugin Gatsby, et c'est ce sur quoi on va travailler juste ensuite. Donc moi, il faut savoir que j'aime beaucoup la musique. Mes amis, il y a un an et demi de cela maintenant, ont eu la très mauvaise idée de m'offrir une platine vinyle, parce que quand on vous offre une platine vinyle, l'inconvénient c'est qu'après il faut acheter des vinyles. Donc je commence à en avoir un paquet. J'adore ça. Je commence à en avoir beaucoup, et pour acheter des vinyles, je ne sais pas s'il y a peut-être des collectionneurs ou des amateurs ici, mais il y a un site qui est très connu, qui s'appelle Discog. Et Discog, pour vous la faire simple, c'est comme eBay, mais pour la musique. Pour les disques et pas les instruments, que les disques, les cassettes, les vinyles, etc. Mais c'est une marketplace où on peut acheter du neuf, de l'occasion, des trucs rares, des trucs qui viennent de sortir, machin. Et c'est vraiment le site de référence, en tout cas pour les collectionneurs de vinyles. Discog, ils ont une API qui permettent, un peu comme on ferait sur je sais pas trop quel site d'ailleurs, qui permet de stocker et de référencer toutes les références qu'on a chez soi, donc chacun de mes vinyles. Et ensuite, on peut, il y a plusieurs features assez rigolotes, estimer sa collection. Donc ça, en fait, c'est pas rigolo, c'est complètement déprimant, mais on peut quand même le faire. Puis ensuite, comparer, partager, donner les références d'un côté et de l'autre, etc. Donc ils ont une API qui est assez bien foutue pour le coup. Et moi, je me suis retrouvé confronté à un problème, un peu comme pas mal de monde ici, digital native, on aime bien avoir tout sur notre téléphone, le Spotify, le YouTube, le machin. Les vinyles, c'est hyper joli, ça décore bien la bibliothèque et c'est un super son, sauf que quand on est en vadrouille chez des potes, machin, on va pas se trimballer avec la mallette. Voilà. Donc je me suis dit, petit défi perso, c'était il y a à peu près un an, je vais coder un site qui va s'appuyer sur l'API Discog et qui va me répertorier mes vinyles. Et ensuite je vais pouvoir les montrer à des potes, les écouter quand je suis au boulot, etc. Donc là je vais vous faire une petite démo. Donc ça c'est ce que j'ai codé il y a un an, c'est dispo et open source sur GitHub si vous voulez aller voir. Hop, normalement la vidéo va se lancer. Voilà, donc là j'ai chargé la page, on voit qu'il y a un petit moment de blanc. Ça récupère, je sais pas si j'ai mis du son, on va voir. Ça récupère les vinyles, j'ai la tracklist pour chacun des vinyles et je peux même lancer un player YouTube qui me permet d'écouter ma musique où que je sois. Un petit peu de Johnny Cash, ça fait toujours plaisir. Du coup, hop, ouais. Donc, ce qu'on a vu, c'est j'ai un peu réinventé un Spotify manuel qui marche très mal, qui se vend sur YouTube. Mais, donc ça fait un peu plus d'un an que ça tourne. Moi, je m'en sers occasionnellement et je me suis rendu compte que j'avais deux problèmes. Le premier problème, c'est que j'aime beaucoup la performance web. Et quand on arrive sur mon site, on voit une page blanche comme ça. Bon, vous auriez pu me dire, j'aurais pu mettre un loader, mais après, on se ramène au problème du splash screen qui dure un moment. On se retrouve avec une page blanche pendant 3-4 secondes. Et pourquoi on se retrouve avec une page blanche? C'est parce que l'API de Discog est faite de telle manière qu'il faut faire plusieurs appels pour récupérer les informations dont j'ai besoin. Donc moi, ce que je veux afficher, c'est tous mes vinyles avec la tracklist pour chacun, une photo un peu jolie à afficher, le nom de l'artiste, etc.
Discog met à disposition une route qui permet de récupérer l'identifiant de tous mes vinyles, et si je veux avoir les informations pour chacun d'entre eux, je dois faire un appel supplémentaire. Ce qui fait que là, j'en ai une grosse cinquantaine, on va dire. Quand vous arrivez sur mon site, il y a 51 appels réseau qui partent. Donc ça fait quand même pas mal de trafic pour au final quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, parce que j'achète pas beaucoup de vinyles, parce que sinon mon banquier m'appelle et ça se passe très mal pour moi. Donc j'avais ce temps de chargement qui m'embêtait un petit peu et surtout je sentais que c'était ça gaspillait beaucoup de ressources parce que je faisais des appels qui étaient pas forcément tous nécessaires ou en tout cas de les refaire à chaque fois. Le deuxième problème, c'est que l'API de Discog, qui est probablement pas faite pour qu'un guignol comme moi s'amuse à foutre toute sa discothèque sur un site dont personne ne se sert, c'est que l'API de Discog est très rate limitée. C'est-à-dire on a droit en fonction de... Enfin, moi j'ai une clé API, etc. Je suis quand même un utilisateur authentifié, j'ai droit à 60 requêtes par minute. Au-delà de 60 requêtes par minute, c'est bloqué. Je me prends des erreurs 417, voilà, terminé, bonsoir. Du coup, à partir du moment où j'ai fait ce site, ma collection a un petit peu augmenté, je suis arrivé au-delà de ce seuil-là, ce qui fait que quand on arrive sur mon site, en fait, j'ai pas tout. J'ai pas tous mes vinyles, parce que ça bloque à un moment, j'ai mon rate limiting qui m'arrête. Deuxième problème, je montre le site à un pote à moi sur mon ordi, il se dit purée, trop cool, il tape l'URL sur le sien, vu que j'ai déjà bouffé les 60 requêtes sur mon PC, lui il a la page blanche mais pendant 1 minute. Donc c'est vraiment pas très pratique. Donc, cas d'utilisation pas fait pour Gatsby. Là ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de coder un plugin source qui va aller s'interfacer avec l'API de Discog et qui va me permettre de récupérer les informations des vinyles directement dans le build, les insérer, et comme ça, a priori, j'aurai plus de problèmes de performance et plus de problèmes de rate limiting. Donc je me suis appuyé pour ça sur la doc, donc comme l'a dit Louis, la doc est vraiment très bien faite sur Gatsby, qui explique comment créer un plugin source. Vous avez l'URL là, les slides sont partagés de toute façon. Et cette doc, elle part d'un template, donc ça c'est l'intégralité du template, c'est 36 lignes de code, c'est vraiment très petit. Et c'est tout ce dont on a besoin pour créer un plugin. Donc là, c'est assez difficile à lire, donc je vais vous découper en deux et vous expliquer un petit peu les deux parties. La première partie, c'est celle qui était en bas. C'est la partie data fetching. C'est celle qui va être très très propre à l'API ou à la data source que vous allez chercher. Donc là, c'est un exemple en bois que j'ai mis, mais il faut imaginer qu'on récupère un tableau de données. Donc dans mon cas, ça serait des vinyles. Et ensuite, on va faire deux choses. On va processer chacun des vinyles et ensuite, on va créer un nœud GraphQL. Donc pour aller un petit peu plus loin dans l'explication, ce qu'on appelle processer un item dans Gatsby, donc dans mon cas ça sera un vinyle, c'est lui donner des attributs qui vont permettre à Gatsby de générer le serveur GraphQL qui va bien. Et avec les bons attributs, qui va vous permettre vous en tant que développeur après, de l'appeler très facilement. Donc il y a pas mal de... On ne va pas rentrer dans les détails, d'ailleurs je pense que je ne les connais pas parce que je n'ai pas trop eu besoin de modifier ça, mais l'idée c'est je prends des données en JSON, je les mets au format que Gatsby attend, et ensuite, lui se débrouille pour créer un nœud GraphQL. Qu'est-ce qu'un nœud GraphQL maintenant? Pour ceux qui n'en ont jamais fait. Donc ça, c'est un autre site perso à moi, que j'ai fait aussi dans le courant de l'année dernière. J'aime beaucoup le théâtre, en plus de la musique. Je commence à devenir cliché, je sais. Donc j'aime beaucoup le théâtre, et il y a beaucoup de théâtre à Paris, il y a beaucoup d'histoires sur les théâtres parisiens. Il y en a qui sont très très vieux, il y en a qui sont plus récents, il y en a qui ont une certaine programmation, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc j'ai fait un espèce d'annuaire de tous les théâtres à Paris. Donc l'idée c'est qu'il y a la liste par arrondissement, et quand on clique sur une des adresses, on a des informations sur le théâtre. Donc ça peut être la direction, l'adresse, le numéro de téléphone, quelques photos, l'historique du théâtre, etc. Donc ce site est construit, c'est le premier site d'ailleurs que j'ai construit avec Gatsby, c'est ce qui m'a fait adorer la techno. Et maintenant que vous avez un petit peu en tête ce que fait le site en question, c'est-à-dire c'est un répertoire de théâtre et pour chaque théâtre on a des informations dessus, voilà à quoi ressemble le nœud, enfin les nœuds d'ailleurs, GraphQL. Donc à gauche, pour ceux qui ne connaissent pas cette interface, GraphQL c'est un peu l'équivalent d'un Postman pour GraphQL. C'est quelque chose qui permet facilement de faire des requêtes sur un serveur GraphQL et de voir le résultat. Donc à gauche, il y a la requête que j'ai fait, donc je lui demande tous les nœuds avec le titre, qui est d'ailleurs le nom du théâtre, son arrondissement, son adresse et son adresse email. Et à droite, j'ai le résultat, donc on voit que j'ai une liste avec ces informations-là pour chacun des théâtres. Donc un nœud GraphQL, ça sera par exemple pour le théâtre 13,
Ça sera les informations qui m'intéressent au niveau de ce théâtre-là. C'est parti. Donc là, je me suis mis sur l'exemple du plugin que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai rajouté, pour ne pas avoir à le retaper, parce que de tête c'est un peu compliqué, l'URL de l'API qui me permet de récupérer tous les identifiants des vinyles que j'ai. Alors du coup, on va commencer par la fonction de processing. Donc déjà, je pense que j'avais... Ouais, voilà, j'ai laissé le truc de l'exemple. Dans l'exemple de Gatsby, on processe des photos. Ici, on va processer des releases, ce qui est le nom sur Discog pour parler d'un vinyle ou d'un disque ou quelque chose. Donc en fait, sur la première fonction de processing, je ne vais pas avoir tant de choses que ça à faire. Je vais la renommer pour que ça soit plus clair pour moi et pour les développeurs qui vont me suivre. Ce n'est pas des items que je manipule, ça va être des releases. Et donc, dans quasiment toutes les informations là, j'ai presque rien à changer. La seule qui va avoir un impact d'un point de vue développement, ça va être le type du nœud GraphQL, puisque ça va être ce qui va me permettre de requêter après dans mon interface GraphQL. Donc ici, je vais l'appeler discog release. Voilà. Pour la partie processing, on est OK, on a vu que j'ai quasiment rien changé, c'est vraiment très facile. Ensuite, on va faire nos requêtes pour aller récupérer les informations. Du coup, je vais utiliser fetch, qui est une librairie qui permet de faire des requêtes API, très simplement. Je tape sur mon URL. Je veux un résultat response. Je veux un résultat en JSON. Donc là, j'ai récupéré mes données. Dans mes données, déjà, je vais vérifier que je ne me suis pas planté. Donc si je fais un data.releases.map, donc si je ne me suis pas trompé, je devrais tomber sur un tableau qui contient des releases du coup. Donc si on vérifie, console.log processing release.id. Ah, bien vu, heureusement que vous êtes là. Donc là, je suis sur mon terminal. Je lance Gatsby Develop. C'est la commande qui permet en fait de builder le site dans un environnement de développement. Et là, voilà, j'ai pas la bonne version de mode à tous les coups, ça c'était sûr. Alors, si on retente. Donc là, tous les success, c'est des étapes auxquelles on n'a pas touché, enfin on va pas toucher dans les plugins sources, mais il fait pas mal de trucs, il clean, il va chercher tous les plugins, il va faire le travail que fait Gatsby en sous-main. Mais là, on voit qu'on a récupéré plein d'identifiants de vinyles qui m'appartiennent. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est d'aller faire une requête API pour chaque vinyle qui m'intéresse. Alors, je vais récupérer... Je vais adapter plutôt l'API. Donc ici, ça va être API release URL. Et donc c'est, hop, c'est pas la même route, mais on va s'en sortir. C'est sur releases/id. Donc j'ai mon URL qui va me permettre d'aller choper les informations sur une des releases. Je refais un fetch, je reparse le JSON. Et du coup, data, je vais peut-être le renommer puisque là, c'est pas très clair. Je vais l'appeler release data. Le console log, il aurait dû rester en haut. Et on va faire le même exercice. Si maintenant je... Hop. Et que j'essaie de choper le titre... Non, c'est title d'ailleurs. Le titre de la release. Normalement, quand je vais relancer le build, on verra apparaître les noms de tous les vinyles que j'ai dans ma collection. Alors, est-ce que j'ai oublié un truc? Les parenthèses. Ah oui. Ok.
Tout à fait. J'ai fait, c'est en répétition, je pense que j'ai fait 15 fois les mêmes erreurs et je les refais aujourd'hui, ce qui est tout à fait attendu. Donc, je coupe mon serveur de développement, je le relance, et on devrait voir quelque chose de... Voilà, tout à fait. Donc là, on avait bien nos ID de tout à l'heure. On a fait une requête API pour chaque, et on voit le nom des vinyles que j'ai, quoi. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape d'après, c'est le processing. Donc on va s'appuyer sur la fonction processRelease que, comme on a vu, j'ai quasiment pas touché. Const node data égale processRelease de release data. Et ensuite, donc là on a récupéré l'information qui est au format qui est attendu par Gatsby. Et du coup on peut l'envoyer directement à Gatsby. Gatsby met à disposition une fonction qui s'appelle createNode, qui est la fonction qui va prendre ces données formatées et qui va les insérer dans GraphQL. Donc, create node de node data. Là, je pense que si je lance, il y a un truc qui ne va pas marcher. Alors, ça, c'est une technicalité. Gatsby attend une promesse. Et là, ce que je lui renvoie aujourd'hui, c'est un tableau de promesses. Donc, il va un peu râler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais wrapper tout ça dans un promise.all. Hop. Je vais essayer de ne pas complètement flinguer mon indentation. Allez, on va voir. Oh les cœurs. Hop. Oh yeah. Donc ça, c'était sûr. Il faut les permuter, non? Est-ce qu'ils ont les bonnes couleurs? Ah oui, si vous ne connaissez pas le plugin qui vous met les couleurs des parenthèses, etc., c'est vraiment un lifesaver. Donc là, on voit que le jaune du promise.all match bien avec le jaune en bas. Donc on devrait être un peu mieux. Ok, ça sent bon. J'ai peut-être trop de requêtes qui partent. Ouais, et je pense que j'ai touché le rate limiting. Du coup, ce qu'on va faire, on va pas non plus rester là. Plutôt que d'aller faire des appels API sur toutes mes releases, je vais le faire que sur un subset, mettons les 10 premières. Ce qui devrait les rassurer de leur côté, et ça va quand même vous permettre de voir ce que ça donne. L'idée étant, donc j'ai pas encore poussé jusqu'à ce niveau-là, mais pour contourner le rate limiting, c'est de batcher en fait, ou soit d'acheter moins de vinyle, hein, ça marche aussi, mais sinon de batcher les appels une minute par une minute, sachant que vu que c'est fait qu'une seule fois au build et que le build est fait assez peu fréquemment au final, c'est pas si gênant que ça. Donc est-ce qu'on a un peu plus de jus maintenant? Ok, ça marche mieux. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer l'interface GraphQL. Alors, ça c'est ce que j'avais mis. Je vais repartir du début, comme ça je peux vous montrer directement tout ce qui se passe. Donc, GraphQL c'est très cool parce qu'il y a une autocomplétion qui marche très bien. Donc là, je vois que j'ai accès à la clé AllDiscogsRelease, qui est celle que je viens de créer. Hop. Là, je veux récupérer tous les nœuds que j'ai buildé, donc mes 10 vinyles. Et ensuite, si je demande le titre, le nom, hop, il me manque une accolade, le nom de chacun des artistes par exemple, ainsi que la tracklist, c'est quoi les noms des pistes, donc title peut-être, ouais, duration, voilà, impeccable. Je balance ça. Quand j'ai généré dans ma fonction de process, ici, ce qu'a fait Gatsby, c'est qu'il a regardé la tête de chacun de mes éléments. Et à partir de ça, donc ils ont tous la même tête, ils ont tous un titre, une tracklist, etc. À partir de ça, il en a inféré ce qu'on appelle un schéma GraphQL. Donc pour lui, dans sa tête, une release, ça a tous ces attributs-là. Il y en a certains qui peuvent être facultatifs en fonction des API, mais dans le cas là, enfin, tous les albums que je demande ont un titre, un artiste, etc. Et de ce schéma GraphQL là, il l'a injecté dans GraphQL, qui est un projet qui est
séparé de Gatsby, ça existe, enfin c'est pour tous les projets GraphQL. Il l'a inséré dedans, ce qui fait que, alors je peux peut-être vous montrer, j'ai même la documentation que je... Alors là je me suis perdu, je suis pas encore hyper à l'aise avec... À un moment j'avais une jolie documentation ici, mais je sais pas où elle est. Discogs, release, ta. On va essayer. Non, mais je veux pas y arriver. Ah, Node, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc ici, merci beaucoup. Ici, j'ai la documentation qui a été générée automatiquement par Gatsby, qui me dit que toutes mes releases ont un status, des labels, community, une année de sortie, des genres, etc., etc. Et même si on va voir sur la tracklist, je peux regarder à l'intérieur de la tracklist tous les attributs que je peux mettre. Donc c'est vraiment très bien fait. Alors ça pour le coup, c'est pas spécifique à Gatsby. Tous les serveurs GraphQL ont ça, sauf qu'il faut se taper généralement la documentation à la main, quoi. Définir ses schémas à la main. Là, il est vraiment très intelligent pour le coup. Et alors, qu'est-ce que ça donne en vrai? Si je vais sur le site que m'a généré Gatsby. Ok. Ah oui, non, pardon. Parce que, pour vous montrer un petit peu, donc ça, c'est le code du site que j'ai généré avec Gatsby. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré un site assez nu, avec il y a un Gatsby New qui ressemble un peu à un Create React App. Et après, j'ai copié-collé tout ce que j'avais fait il y a un an sur mon site en React, directement là-dedans. Et il s'avère que mon composant release, qui est celui qui affiche un album, il attendait un certain nombre de props, et je peux réutiliser exactement les mêmes composants qu'avant, quand j'avais tout fait avec mon Create React App, directement dans mon site Gatsby. Donc là, ce qu'on voit, c'est je récupère toutes mes releases, blablabla. Ensuite, j'instancie mon composant release qui existait il y a un an, je lui passe les bonnes props, et ça va fonctionner. Donc je vais décommenter release. Et ensuite, comment on fait pour amener les données depuis GraphQL jusqu'à ce composant-là? Donc là, on voit qu'il récupère data en props. Data, c'est le résultat de la requête GraphQL. Requête GraphQL qui est écrite juste dessous. Hop. Donc en gros, l'idée, c'est j'ai mon composant qui va instancier tous mes vinyles. Et juste en dessous, je lui dis, toi, tu prends cette query GraphQL-là, qui ressemble un petit peu à celle que j'ai faite dans l'interface, le titre, le nom de l'artiste, etc., etc. Et Gatsby, par la magie de je sais pas quoi, l'intègre directement dans notre composant. Donc d'un point de vue de développeur React, c'est magique. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de tuyauterie, il n'y a pas de machin, tout vient nickel. Et donc maintenant, si... Ah, tiens, une petite typo, je pense que j'ai un S en trop. Ouais. Ok, si je reviens sur mon site... Non, toujours pas. Je crois que tu les as insérés en tant que Discogs Release au lieu de All Discogs Release. Je pense que c'est celui-là qui plante. J'avais mis un S dans mes répétitions. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai mon site qui fonctionne, qui se charge très vite. Donc même là, je suis en train de péter le cache, de faire un hard refresh, et c'est instantané. Il y a les images, mais les images, je les ai pas fait avec... J'aurais pu les faire avec le composant Gatsby Image, je suis pas encore allé jusque-là. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand je recharge, si je filtre par les requêtes XHR, j'ai aucune requête qui part vers Gatsby. Et donc j'ai réglé à la fois mon problème de performance et mon problème de rate limiting. Du point de vue de développeur React, c'est magique. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de tuyauterie, il n'y a pas de machin, tout vient nickel. Et donc maintenant, si... Ah, tiens, une petite typo, je pense que j'ai un S en trop. L'idée, c'est que pour... en fait, Gatsby, d'un point de vue du développeur React, pas du développeur de plugin, te met du GraphQL partout. C'est-à-dire que tu n'as à comprendre que ce langage-là. Et tu peux tout exprimer dans ce langage-là. Développer des plugins, alors après, moi, c'est dans un cas un peu rigolo comme ça, mais ça peut permettre à la fois de s'insérer dans une application Gatsby existante, si vous avez une API custom chez vous et que vous voulez développer le plugin pour pouvoir avoir tous les autres avantages de Gatsby qui sont la perf, etc., vous pouvez. Et aussi, le plugin ne se développe qu'une seule fois. Donc ensuite, on a notre interface GraphQL, ce qui fait que du côté des développeurs React front classique, en fait, on n'a jamais à se poser la question de l'API derrière. Et ça peut, bon, après, est-ce que c'est bien ou pas bien, il faut voir, mais en tout cas, c'est beaucoup plus confortable. Et ça permet aussi, donc là, j'avais pas trop le temps pour faire des trucs un petit peu plus compliqués, mais l'expressivité de GraphQL fait qu'on peut faire des relations parent-fils. Donc moi, j'aurais pu, par exemple,
plutôt que de me concentrer que sur mes vinyles à moi, avoir un groupe de potes. Et chaque pote sera un nœud GraphQL qui lui-même contient des nœuds GraphQL, etc. Et du coup, interroger, je sais pas, mon profil Facebook pour avoir une liste de potes, le croiser avec un profil Discog pour avoir... et on peut faire des mélanges comme ça. J'ai plus l'URL en tête, je suis tombé dessus assez récemment. Donc il y a des ressources francophones de première main, des gens qui écrivent des articles en français, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai même pas vu du tout. Par contre... Ah si, bah, c'est justement, je cherche le nom, ouais, voilà, ça doit être jamstack.fr où c'est pas mal d'articles traduits, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai balayés et qui sont pour le coup très qualitatifs. Ils viennent de plusieurs sources, donc il y a le blog de Gatsby sur lequel il y a plein de trucs. Netlify aussi fait pas mal de blogs, etc., qui sont traduits. Mais alors du coup, c'est l'URL, c'est jamstack.fr, c'est ça? Celle que je cherchais. Ou Jamstatic, ouais. Je pense que c'est ça. Donc bah, c'est traduit, la qualité de la traduction est aussi très bonne. Du coup, bah, je vous encourage à aller dessus, effectivement.